Ça y est, je crois que la visio, le webinaire est lancé. Bonjour à tous. 11h01, déjà près de 150 participants. J'aurais pas le temps de saluer tout le monde. Bonjour à tous. Je crois qu'on attend 300 personnes inscrites, Benjamin, pour info. Ok. Ce qui est pas mal pour démarrer l'année. On n'arrivera même pas à répondre à tout le monde. J'arrive pas à suivre tous les bonjours. On va temporiser un petit peu. On attend quelques minutes, si tu veux. Ouais. On va attendre 11h, 11h02 ou 11h03 avant de démarrer. Hop. Je cale bien le PC. Voilà. En contact, c'est ça, sur le chargeur? J'ai un faux contact sur le chargeur qui m'inquiète un petit peu. Théo, c'est pas le bon jour pour avoir un problème de chargeur, me semble-t-il. J'attends. J'en ai un deuxième de rechange, tiens, ça va me donner l'occasion de le tester. Ça va faire rire nos 150 participants que je suis en train de galérer sur sur mon organisation de chargeur du matin. C'est un comble, mon cher Benjamin. Ouais. Hop. Ce sera probablement mieux. Comme ça. Ça y est, ça fonctionne. Je te confirme que je vais pouvoir finir le webinaire avec toi, Théo. Et qu'il est 11h03, donc c'est parfait. Parfait, tout est en place. Tout le monde n'est pas connecté, bien entendu, mais on va quand même commencer, histoire de pas prendre trop de retard. Il y a quand même pas mal de sujets à l'ordre du jour. Mais avant de passer le sommaire de la présentation du jour, je vous propose de nous présenter, de nous représenter pour ceux qui ne nous auraient pas encore croisés. Donc moi, c'est Benjamin Mangel, je suis responsable de la souscription chez Stoic pour la France, en poste depuis 2 ans dans quelques jours chez Stoic et spécialisé en souscription d'assurance cyber depuis quelques années maintenant. Et je suis accompagné pour la présentation du jour de Théo Poisa, que je vais laisser se présenter. Yes, merci Ben. Donc Théo Poisin, moi je suis responsable du développement courtage chez Stoic, basé en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis bientôt 1 an et demi. Et ça fait 10 ans que je travaille pour des compagnies d'assurance, notamment spécialisées en cyber. Et voilà. Et donc je suis ravi de co-animer ce webinaire avec toi, Benjamin. Parfait, on va peut-être enchaîner directement sur l'ordre du jour. On a pas mal de sujets différents. Théo. Complètement. Oui, alors sur la partie introductive, ce qu'on va revoir ensemble, c'est les fondamentaux chez Stoic. Qu'est-ce qui fait notre force, notre proposition de valeur? Ça passera ensuite par la première partie qui sera l'occasion de voir comment réussir ensemble l'équipement de vos portefeuilles clients. Alors on va se partager cette partie-là avec Benjamin, puisque vous verrez, on adressera 2 segments, le moins de 100 millions de chiffre d'affaires et le plus de 100 millions de chiffre d'affaires, parce que vous le verrez, on est capable aujourd'hui d'aller jusqu'à 750 millions de chiffre d'affaires. On vous expliquera tout ça en détail. Et Et sur la puis, deuxième partie, on profitera des dernières minutes qui nous restent pour, d'une part, répondre à vos questions si vous en avez sur cette première partie de présentation, mais également pour discuter un petit peu et échanger des principales objections que vous pouvez avoir en rendez-vous au contact de vos clients et prospects et comment finalement y répondre, puisque finalement il y a assez peu d'arguments valables sur le fait qu'on soit peu exposé à la menace cyber. Ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare. Donc on argumentera comme ça les principales objections et les réponses qu'on peut donner pour débloquer les situations sur une fin d'année qui s'annonce intense côté cyber. c'est nickel. Donc, allons-y, on va attaquer. Et vous l'aurez compris, on veut un webinar qui soit pratique, donc qui soit actionnable.
très matériel pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, notamment sur la partie équipement, mais aussi sur la partie objection. Avec Benjamin, on sera là pour y répondre en fin de webinar. Donc, listez vos questions, on les recueille et on y répondra tout à l'heure. On attaque par l'année 2024, ses fondamentaux. À propos de Stoic, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, on est tout simplement le premier acteur spécialisé en cyber en Europe à destination des PME et des ETI. Alors tout simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Stoic a levé à peu près 30 millions d'euros auprès d'investisseurs de renom, que sont Andreessen Horowitz ou encore des investisseurs que vous devez connaître qui viennent du monde de l'assurance, comme Munich Re ou encore Henri de Castres, euh, le patron emblématique d'AXA. Nous avons 4 porteurs de risque et pour ceux qui sont les plus observateurs d'entre vous, vous reconnaîtrez un nouveau logo puisque Renaissance Re vient de nous rejoindre pour réassurer le risque de nos porteurs principaux que sont Tokio Marine et Arch Re. Arch Re étant la maison mère d'Axaria. La spécificité de Stoic, c'est de proposer un modèle qui se veut être de l'assurance active ou proactive. On peut appeler ça également de l'assurance globale. Et pour proposer ce modèle, on a recruté un peu plus de 65 collaborateurs, tous issus soit du monde de la cybersécurité, avec des noms comme Thales, Intrinsec, encore AWS ou Webstone, ou du monde de la cyberassurance. Ce qu'on propose, justement, j'ai parlé d'assurance active, assurance proactive, c'est au regard du risque cyber, qui est un risque à la fois de fréquence, mais aussi d'intensité, de proposer à tous nos assurés, quel que soit le chiffre d'affaires, quel que soit le niveau de prime concerné, des outils de prévention, qui s'appelle la plateforme Stoic Protect, avec 4 outils qui permettent de réduire le risque chez vos clients en temps réel. Et ce que l'on constate, nous, chez Stoic, parmi nos plusieurs milliers d'assurés, c'est que on est capable d'aller diviser la fréquence des cyberattaques par 2. Donc cette plateforme-là, elle est implémentée chez nos assurés communs, chez vos clients, dès lors que ceux-ci ont signé leur projet d'assurance cyber. C'est pas tout, la prévention, les outils, c'est bien, mais justement, j'ai parlé aussi d'intensité. Et pour contrer cette intensité, ce qu'on a fait chez Stoic, et pour le coup, on est les seuls en Europe à l'avoir réalisé, c'est d'avoir internalisé la ressource qu'on appelle l'assistance via le CERT interne que nous avons recruté. Et pour le coup, ces équipes interviennent en 24/24, 7 jours sur 7, par des systèmes d'astreinte, soir et week-end, évidemment, qui permettent justement une remise en état du système d'information de vos clients en un temps record, avec des délais d'intervention et de remédiation qu'on situe aux alentours de 12 heures en moyenne sur un portefeuille de clients. La logique qui sous-tend notre approche, c'est tout simplement l'alignement total des intérêts justement de vos clients sur les nôtres, parce qu'il est bien évident que si on investit massivement en termes d'outils, mais aussi en termes de ressources humaines pour intervenir et circonscrire les incendies en un temps record et de la meilleure façon possible, on va également limiter euh, Les incidents. évidemment les incidents et les incidents graves. Et c'est pour ça que la dernière roue du carrosse est l'assurance cyber qui permet justement de couvrir l'ensemble des préjudices financiers de nos assurés à concurrence de 7,5 millions. On espère justement que en ayant investi massivement sur les outils, sur les personnes, on sera moins amené à venir payer des incidents graves. Et c'est toute la force de notre approche. Je rebondis sur ce que tu dis, Théo. On espère certes que ça continue, mais les chiffres de la sinistralité et les données qu'on a jusqu'à maintenant donnent raison au modèle, dans la mesure où le rapport de sinistre de l'année passée nous conforte dans cette vision, dans la mesure où on estime qu'en moyenne, on a une fréquence d'attaque qui est entre 2 et 3 fois inférieure à ce que on peut retrouver chez nos différents concurrents avec des approches plus traditionnelles du risque. Donc c'est vraiment quelque chose d'efficace et donc on peut dire finalement que la solution Stoic est une vraie solution de gestion du risque cyber, au-delà d'être simplement, je dirais, cette fameuse brique assurantielle. Merci en tout cas Théo, je pense que c'était clair. Ouais, complètement. C'est un modèle qui est éprouvé, qui nous permet tout simplement de pérenniser notre approche, d'avoir pas mal de nouveautés aussi à vous annoncer pour 2024. On a une activité qui est riche. Je pense que vous devez suivre tout ce qui se passe chez nous avec attention. Et encore merci de vous être connectés si nombreux ce matin euh, à ce sujet. Donc pour le coup, ce qui s'est passé en 2024, il
tout simplement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est l'arrivée d'un nouveau réassureur, euh, Renaissance Ré, que vous devez connaître, qui nous a permis notamment de porter le seuil d'assurabilité jusqu'à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires pour vos clients et de pouvoir allouer jusqu'à 7,5 millions d'euros de limite d'assurance. Alors, c'est pas tout, c'est quelque chose qu'on est assez fier aussi d'annoncer en avant-première aujourd'hui. On a aussi Tokyo Marine, ce qu'on appelle TMHCC, qui rejoint les parties investisseurs. Donc, en plus de porter le risque, ils ont choisi d'investir assez massivement dans notre solution. Donc, on a les gages des plus grands assureurs et réassureurs mondiaux aujourd'hui. On en est très fiers. À cela s'accompagne de nouvelles garanties, de nouveaux déclencheurs. On a cité la capacité, pour le coup, d'aller assurer via des polices locales des assurés qui auraient des filiales un peu partout dans le monde. On a également des déclencheurs qu'on appelle euh, la fraude par ingénierie sociale. On a également les déclencheurs de la malveillance interne ou encore tout ce qui est euh, je pense que tu sauras mieux que moi les nouveaux déclencheurs, euh, Benjamin. Oui, Tu en as d'autres en bah, il tête? y a tout ce qui est malveillance interne qui a été inclus à la police, Ouais. euh, ou Erreur erreur humaine l'événement, étendue également. exactement. Donc de nouveaux déclencheurs. Et ce qu'on a fait aussi, c'est d'améliorer le processus de souscription pour vous, pour les courtiers, en étendant l'autonomie de souscription. Auparavant, vous étiez limité à 0,50 millions sur votre plateforme. Aujourd'hui, vous avez la capacité d'aller générer des cotations pour vos clients jusqu'à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour cela, rien de plus simple, comme d'habitude, un sirène, un chiffre d'affaires, un nom de domaine. Vous vous rendez sur votre plateforme, vous pourrez générer des cotations jusqu'à 100 millions et vous verrez que vous avez juste la partie prérequis qui viendra un petit peu s'allonger. Et pour cela, on en parlera tout à l'heure, on a également pensé à des restitutions qui seraient communes avec nous. Autre chose, on devient véritablement chez Stoic leader sur la partie prévention et assistance. La plateforme Stoic Protect, vous la connaissez, elle est à disposition de vos clients. On en parlera peut-être un tout petit peu tout à l'heure, mais en tout cas, elle fonctionne, cette plateforme, ces fameux outils. Le CERT, la partie internalisée, la réponse à incident, je reviens pas dessus. En revanche, nous avons deux nouvelles offres complémentaires qui sont des corollaires à ce qu'on fait déjà très très bien, à savoir Stoic MDR, c'est notre fameux service cyber qui vous permet justement d'aller proposer à vos clients des EDR qui sont managés par nos équipes. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse et on aura un webinaire dédié sur cette question-là. Et aussi, et surtout, notre produit Stoic Response qui permet justement de venir couvrir via des modules d'assistance seuls vos clients qui seraient inéligibles à l'assurance cyber pour X raisons, par exemple, qu'ils seraient hors appétit du marché en termes général, qui seraient au-delà de 750 millions de chiffre d'affaires, ou par exemple qui serait trop loin de l'assurabilité au niveau des prérequis et donc qui échapperait à l'assurance. Eh bien nous, ce qu'on souhaite faire chez Stoic, c'est de laisser personne sur le côté de la route, de pouvoir proposer des premières solutions à vos clients et justement proposer des jours d'intervention. Donc c'est des jours hommes d'intervention packagés dans une offre qui s'appelle Stoic Response. On pourra y revenir si vous voulez. Et enfin, en termes de nouveautés, c'est l'ouverture du marché à l'Europe. On est présent en Allemagne depuis un peu plus d'un an. Aujourd'hui, les équipes en Allemagne font un travail formidable. On a un peu plus de 10 personnes sur place qui représentent aujourd'hui plus de 10% du portefeuille total d'Assuré Stoic. Donc on en est très fiers. Les Allemands font un travail énorme sur un marché très concurrentiel, très compétitif. Et pour autant, ils sortent leur épingle du jeu. C'est le cas de le dire. La seconde nouveauté, c'est l'ouverture de deux nouveaux marchés cette année. Nous avons Monaco, puis l'Autriche, ouverture que nous allons annoncer dans les quelques jours sur les réseaux. En tout cas, nous avons déjà des personnes sur place. Il y aura des nouvelles annonces à ce sujet sur d'autres géographies euh, très rapidement. On y reviendra. En quelques chiffres, l'année 2023, l'an passé, s'est achevé de la meilleure façon possible, puisqu'on a respecté les objectifs qui étaient ambitieux, puisqu'on a fait x8 sur notre volume de primes encaissées. Pour revenir un petit peu en détail sur les chiffres, on a plus de 500 courtiers qui nous alimentent de façon quotidienne, de façon récurrente, plusieurs milliers de contrats en portefeuille, pour le coup, entre la France et l'Allemagne. Et nous avons fini à un peu plus de 10 millions d'euros de primes l'an passé. Et l'objectif, c'est tout simplement de faire x3 cette année. Et nous sommes on target, comme on dirait chez nous, mais en tout cas, le business plan
semble suivre son cours. On est très fiers puisque tout cela s'accompagne, comme le disait Benjamin, d'une solution qui fonctionne, d'un modèle qui est éprouvé. Et pour le coup, notre S sur P est vraiment contenu bien en deçà de tous les standards du marché. Et on doit cela notamment à nos outils, mais aussi et surtout à nos ingénieurs qui font la différence lorsqu'ils interviennent pour traiter les sinistres, mais aussi lorsqu'ils lèvent des doutes au quotidien en répondant justement aux lignes d'astreinte pour rassurer potentiellement tous nos assurés qui auraient besoin de l'être, qui sont susceptibles de nous poser des questions, à savoir est-ce qu'on est cyberattaqué? Est-ce que vous pensez que selon vous, tel ou tel comportement est anormal? Tout ce que ne fait pas un assisteur, on va dire, standard sur le marché, nous on le propose et on le rajoute en plus, sans limite et sans franchise, ça fait partie de notre offre d'assistance, c'est de faire ce que je viens d'expliquer, ces fameuses levées de doute. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, peut-être? Il y en a, Théo. On va les prendre une par une. Donc, j'essaie de les prendre dans l'ordre. Que pensez-vous des directives NIS 2 et DORA? Pouvez-vous mettre en place une veille juridique, jurisprudentielle pour le secteur cyber? Alors déjà, qu'est-ce qu'on pense des directives NIS 2 et DORA? Je dirais que toute la réglementation qui va dans le sens de l'augmentation de la cybersécurité des entreprises de façon générale est positive. C'est le sens dans lequel vont ces deux directives-là, avec un renforcement, je dirais, une montée en niveau des entreprises, notamment sur certains secteurs d'activité critiques. Donc on voit ça évidemment d'un bon œil. On voit ça d'autant plus d'un bon œil, je dirais, que les prérequis, les chantiers qui sont mis à l'honneur qui sont, je dirais, exigés dans certains cas par ces directives-là, vont dans le sens de la cyberassurance, c'est-à-dire que les sujets de préoccupation du marché de l'assurance cyber, celui du régulateur et celui des experts en cybersécurité sont si ce n'est pas exactement le même niveau forcément d'une activité à l'autre, d'une taille d'entreprise à l'autre, bah, finalement les thématiques sont les mêmes. Donc je dirais que tout le monde va dans le même sens. Et donc le fait d'avoir par exemple étudié une cyberassurance, s'être confronté à un questionnaire et ou à un exercice de souscription avec Stoic va être un élément intéressant pour je pense, la direction informatique et la direction générale d'une entreprise qui devrait se mettre en conformité. Puisque les prérequis de l'assurance cyber s'approchent des exigences du secteur et de ces nouvelles réglementations. Donc, je suis pas en train de vous dire que acheter une assurance cyber met en conformité avec ces réglementations-là, mais ça va dans la même direction, donc on y est très favorable. Et on réalise une veille, alors tout dépend comment on définit la veille juridique et jurisprudentielle, mais il y a un gros travail de nos équipes côté juridique pour justement suivre l'actualité d'un point de vue des sinistres cyber, mais également de la réglementation. Donc c'est quelque chose qu'on fait déjà. Il y a énormément de documentation disponible dans les espaces courtiers, à la fois d'un point de vue juridique, du risque, de la communication, des exemples de sinistres. Donc, il y a vraiment une grosse bibliothèque. Je vous invite à profiter, je dirais, et à creuser ces éléments-là qui sont vraiment intéressants. Je vais essayer de faire plus court et plus rapide sur les autres questions, je suis désolé. Est-ce qu'il y a des polices locales dans tous les pays? Il y a certains pays dans lesquels on n'a simplement pas le droit de distribuer de l'assurance, des territoires qui sont interdits d'un point de vue juridique, qui sont sous sanction par exemple. Donc dans ces pays-là, évidemment, on ne pourra pas déployer de police locale. Et après, il n'y a pas forcément non plus de besoin dans tous les pays autour du globe, dans le sens où on n'est pas dans la même situation en cyberassurance qu'en dommage aux biens, on est nécessairement en besoin d'une police locale systématique. Donc dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie le besoin par rapport à la réalité informatique plus générale d'un groupe, et on vient déployer des polices locales quand je dirais que la réglementation ou le besoin technique l'exige. Donc on n'a pas de restrictions d'un point de vue des pays, et on a plusieurs dizaines de possibilités qui nous sont offertes par le soutien, le support précieux des équipes de Tokyo Marine HCC, notamment l'équipe légale internationale qui nous est mise à disposition par ce porteur de risque, qui est un partenaire très fort du développement de Stoic. Les garanties erreurs humaines et les malveillances sont-elles incluses d'office ou en option sur le contrat? Les déclencheurs de la police d'assurance sont tous, je dirais, inclus de base et de facto dans la police standard de base. Il y a une légère différence sur les entreprises qui font
moins de 50 millions de chiffre d'affaires et les entreprises qui font plus de 50 millions. Donc il y a une seule différence d'un point de vue des déclencheurs, c'est que pour les entreprises qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires, on va avoir l'ingénierie sociale qui va pouvoir être couverte. Donc là, la garantie fraude, l'extension fraude qu'on a va être un petit peu plus ample sur les entreprises de moins de 50 millions que sur les entreprises de plus de 50 millions. C'est la seule différence. Et dernière réponse avant de passer à la suite, les USA et Canada font partie des polices locales possibles. Oui, à partir d'une certaine taille, c'est-à-dire qu'on n'a pas la main pour déployer des polices locales sur des chiffres d'affaires inférieurs à 250 millions. Donc on peut le faire pour les entreprises de taille plus importante, sur lequel on va avoir, je dirais, comme porteur de risque uniquement Tokyo Marine HCC, voilà. Donc c'est une possibilité pour les entreprises d'une certaine taille. Pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires à l'export, par exemple, on est beaucoup plus à l'aise sur les entreprises de chiffre d'affaires entre 0 et 50 millions, et on peut aller jusqu'à des chiffres d'affaires USA-Canada de 30%, par exemple. Donc on a un accompagnement pour des plus petites entreprises qui font aussi de l'export. Mais on saura vous aiguiller sur la territorialité de la couverture et les solutions à apporter, que ce soit de la police locale, l'utilisation des clauses FINC, Financial Interest Clause, qui permettent d'indemniser la maison mère au titre du préjudice subi par les polices locales, ou simplement l'utilisation de la libre prestation de services pour les entreprises qui ont un rayonnement plutôt européen. On a toutes les cordes à notre arc, donc on saura vous aiguiller dossier par dossier sur ces sujets de territorialité. Théo, je te redonne la main pour parler de l'équipement du portefeuille des clients de nos courtiers partenaires pour les entreprises qui font moins de 100 millions de chiffre d'affaires. Oui, complètement. Et d'ailleurs, sur les dossiers là dont on vient de discuter, interrogez-nous et ce sera l'équipe de Benjamin qui s'occupera de regarder la matérialité justement du besoin de couverture de vos clients sur la partie US, Canada. Parfois, on a des surprises et ce sera voilà des bons cas pratiques pour vous et pour nous. Sur ma partie, sur la réussite de l'équipement de votre portefeuille pour vos clients de moins de 100 millions de chiffre d'affaires, on a voulu une partie qui est pour le coup très pratique. On va vous donner les recettes qu'on pense être celles du succès pour aller justement équiper ce portefeuille de clients. Ce qu'on a fait il y a 1 an et demi, c'est tout simplement remporter l'appel d'offres de la BNP Paribas, première banque européenne. On a remporté cet appel d'offres face à AXA. Et ce qu'on a fait, c'est tout simplement de mettre en place une plateforme qui permet tout simplement à vous, courtier, de prendre rendez-vous avec vos clients pour proposer non pas un projet d'assurance cyber, mais un temps d'échange avec un expert dont le métier sera justement de répondre aux objections éventuelles de votre client à travers 3 items, 3 topics très simples. Le premier étant de la sensibilisation au risque cyber, le deuxième étant un diagnostic technique vis-à-vis de son risque cyber, et le troisième étant une présentation plus générale de Stoic. L'idée étant tout simplement de regarder le risque cyber de façon très objective, très tangible, très activable, et de se dire une seule chose. Votre client, le chef d'entreprise, potentiellement le DAF, avec qui vous échangez au quotidien, lit la presse comme vous, a conscience que le risque cyber est une réalité. On dit 10 fois plus de chances de se faire cyberattaquer que d'avoir un incendie, de subir un incendie, c'est une réalité. Pour autant, on s'en rend bien compte, les chefs d'entreprise choisissent de ne pas faire. C'est pour ça que on constate un taux d'équipement aujourd'hui sur les TPE-PME qui est très faible, qui est de l'ordre de 3 à 5% en France, 10% pour les ETI, 90% pour le CAC. Et finalement, cette prise de conscience qui n'est pas là, elle tient du fait d'une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable, nous autres assureurs ou vous autres courtiers, de répondre aux objections de vos clients directement. Et c'est pour cela qu'en créant cette plateforme, on vous a permis tout simplement d'aller répondre à ces objections. Pour être très concret, depuis qu'on a lancé la plateforme, on a enregistré plus de 1000 à 1200 rendez-vous. On a réalisé plus de 400 à 500 contrats directement liés à cette prise de rendez-vous. Et ce qu'on constate, c'est un taux de conversion qui passe de moins de 10% quand on fait du cyber et qu'on veut équiper les clients qui ne le sont pas, donc moins de 10%, ce qui est très faible, un contrat sur 10 réalisé. Je pense que ça ne vous convient pas, ça ne nous convient pas. Et grâce à cette plateforme qu'on appelle un petit peu le Doctolib du cyber,
on a un taux de conversion qui monte à 35% et une durée moyenne du cycle de vente qui est raccourcie de 90 jours à 4 semaines seulement. Donc on passe de 3 mois à 1 mois. Et finalement, il y a plusieurs utilisations possibles de cette plateforme. On voit des courtiers qui se mettent à faire du cyber parce qu'ils se rendent compte que ça fonctionne concrètement, hein, dans les chiffres. Ils voient la matérialité des choses. Et surtout, on a aussi des courtiers qui étaient déjà familiers du cyber, qui avaient déjà des clients en portefeuille et qui arrivent comme ça à industrialiser l'équipement de leur portefeuille via cette solution. Pour vous donner encore une fois des billes, on va vous confier une phrase qui est souvent utilisée par nos partenaires, que ce soit banquiers ou vous autres, courtiers d'assurance, qui est une petite phrase comme ça, qui a l'air de rien, mais lorsque vous discutez avec vos clients d'un sujet que vous maîtrisez parfaitement, le DAB, la RC, la flotte, que sais-je, ce qu'il faudrait dire, c'est que avant de raccrocher, euh, vous constatez une multiplicité des cyberattaques au sein des clients de votre portefeuille, ça vous inquiète et qu'il n'est pas question là tout de suite de parler de ces sujets cyber avec votre client, mais plutôt de lui proposer un échange avec quelqu'un dont c'est le métier dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et à ce moment-là, il n'y a pas forcément d'objection qui puisse être une objection technique, mais c'est presque plus une considération de temps. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez directement euh, en visualisation l'agenda de votre expert. Vous pouvez comme ça booker un créneau directement avec lui. Ce qu'on Donc, regarde, c'est que cette solution, elle fonctionne. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on a 70 rendez-vous par semaine qui sont bookés sur nos plateformes. Théo, pour résumer tout ce que tu viens de dire en une phrase, en fait, on a des cyber-experts qui sont formés expressément à la présentation synthétique de l'offre stoïque et à la réponse aux objections d'un DAF, d'un DSI ou d'un DG, qui sont mises à disposition de nos courtiers, en fait. On doit résumer la situation en une phrase, c'est ça. Et donc c'est hyper facilement accessible depuis votre espace courtier. Les agendas sont disponibles et ouverts, et donc on vous encourage à tester ça pour voir, je dirais, la qualité de l'échange et débloquer des situations qui peuvent être embourbées. On sait bien que la plupart des courtiers ont évoqué le sujet du cyber avec leurs clients au cours des dernières années et ont souvent, effectivement, comme tu le dis Théo, buté sur quelques objections qui peuvent être relevées par l'équipe. Exactement. Exactement. Il y a 4 étapes qui sont assez simples. La première, c'est de lancer votre étude comme vous le faites à chaque fois ou pour toutes les études que vous avez déjà lancées sur votre espace. Retournez sur votre onglet prospect et ensuite, allez cliquer sur la prise de rendez-vous qui est proposée à côté de votre fiche client, donc directement sur votre espace courtier en ligne. Et pour le coup, vous allez pouvoir ensuite programmer cette visio. Ça passe par un lien qui sera envoyé directement depuis la plateforme et vous allez recevoir un lien Teams, votre client va recevoir un lien Teams, notre expert va recevoir un lien Teams et le déroulé de l'échange, je vais vous le présenter tout de suite. Le déroulé d'un rendez-vous type avec un expert stoïque, quand tout le monde a reçu son lien Teams et que tout le monde se connecte le jour J, c'est tout simplement un tour de table. Le courtier généralement rappelle le contexte en quelques mots et la visio commence. Et ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu de la maïotique, c'est-à-dire l'art de faire prendre conscience des choses à votre client. Et ce qui va se passer, c'est que l'expert va poser des questions un petit peu clés afin d'atteindre l'objectif qui a été fixé. Généralement, au travers de ces échanges-là, le client se rend compte que finalement, il est autant à risque que les autres, que même s'il a mis en place les bonnes pratiques, les bonnes mesures de cybersécurité, bah, finalement, euh, il est quand même sujet aux cyberattaques et que si jamais une cyberattaque il y a, ce sera pas son DSI qui paiera les conséquences financières du préjudice qu'il pourrait subir. Donc pour le coup, il y a une véritable prise de conscience qui est assez clé à ce moment-là. Et enfin, il faut avoir en tête que cet échange-là, il est technique. À aucun moment, c'est un discours qui sera commercial, on ne pousse pas à la vente, c'est une discussion qui sera dévolue ensuite au courtier. Nous, ce qu'on met, c'est tout simplement le courtier en position de réaliser la vente ensuite. Donc, il y aura un follow-up qui sera réalisé par l'expert au courtier d'assurance qui résumera l'intégralité des échanges et qui confirmera si oui ou non votre client est éligible à l'assurance, si oui, à quelles conditions. Le courtier reprendra la main, pourra envoyer le devis et c'est là qu'une fois que le client aura été éveillé, aura pris conscience de son risque, il pourra, tout simplement en conscience, choisir de s'assurer ou pas. Et précision importante suite à la question de Jérémy Cohen, ce sont des entretiens qui sont gratuits. Euh,
voilà, c'est un service qui est proposé pour optimiser les taux de transformation. Le bénéfice est commun, je dirais, au courtier et à l'assureur. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas facturé. Oui, et juste un petit mot, parce que j'en assiste à beaucoup évidemment de ce qu'on appelle le cyberdiagnostic chez nous, et c'est vrai que souvent les courtiers qui réalisent des cyberdiags nous rappellent en nous disant mais c'est une prestation que vous devriez vendre, c'est génial, j'ai envie d'assister à plein. On a même des courtiers qui prennent des notes parce que pour le coup on n'a pas listé euh, ce côté vertueux là, mais on a des courtiers qui assistent justement à des cyberdiags pour prendre des notes et pour se former sur la matière, prendre des verbatims, comment évoquer le risque avec leurs clients, etc., etc. Et j'ai l'impression que de ces rendez-vous, tout le monde en sort un petit peu grandi et on est vraiment plébiscité pour en réaliser de plus en plus. Je réponds Benjamin, à quelques questions que l'on ouais, a articulées sur la souscription des entreprises de plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Possible de connaître le ratio S sur P sur 2024. On peut donner des tendances, mais on ne donne pas le chiffre précis pour la simple et bonne raison que l'année 2024 n'est pas terminée et que on a des sinistres qui peuvent notamment des réclamations suite à une fuite de données qui peuvent survenir plus tard. Donc on est extrêmement prudent dans l'annonce de nos chiffres, mais on peut annoncer sans trahir trop de secret qu'on est en dessous de 50% assez significativement. Voilà, c'est, je pense, un niveau d'indication suffisant à ce stade, et on consolidera les chiffres, bien sûr, quand ils le seront dans les années à venir, et on les partagera. Je pense que vous avez l'expérience d'un stoïque qui est transparent dans ses chiffres, dans sa façon de travailler, sa méthodologie et sa stratégie. Ce sera le cas également sur les résultats techniques. On attend d'avoir des données plus consolidées avant de communiquer ou créer victoire trop rapidement ou quoi que ce soit. Voilà, on consolide tout ça. Bonjour, l'expert a-t-il bien accès, pour la question d'Alexis Missoff, bonjour, l'expert a-t-il bien accès aux résultats de l'analyse faite, et si oui, commence-t-il à compléter le formulaire si c'est le cas? Tout à fait. À la fois le scan de vulnérabilité qui aurait été lancé auparavant, par exemple, et les vulnérabilités identifiées sont connues, et toutes les informations qui auraient été remplies avant ça sur la plateforme sont disponibles pour cet expert, et même, je dirais, travailler, consulter avant le rendez-vous. Théo, on a perdu les slides, j'ai l'impression, ou alors c'est juste la présentation chez moi qui s'est arrêtée. je l'ai sous les yeux. Ok, bon, j'ai du mal à... Tu as la présentation sous les yeux. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez toujours accès au diapo ou pas? Moi, j'ai perdu le visu là-dessus. Voilà, j'ouvre le chat. Non plus, non, plus de présentation. Donc il y a un problème, Théo, sur le partage des diapositives. Merci à tous. On va repartager cette présentation. Ça y est, ça revient. Merci à tous pour vos réponses rapides. Donc, du coup, ces entretiens avec les cyber-experts, comme on vous le disait en synthèse, sont gratuits, disponibles facilement depuis l'application, et principalement pour les entreprises de moins de 100 millions. Maintenant, pour les entreprises qui font plus de 100 millions, on a d'autres process à vous proposer, peut-être sur la diapositive suivante. On a des souscriptions qui sont sur mesure. Qu'est-ce qu'on appelle une souscription sur mesure, custom? Ça dépend à qui vous adressez en interne. C'est la même chose. Ce sont des souscriptions qui sont basées sur un questionnaire un petit peu plus fourni, à la fois sur la partie chiffrée, finance, et donc pour nous permettre une analyse plus fine des pertes financières probables, et donc affiner nos estimations. C'est une étude qui est un petit peu plus complète aussi sur les éléments liés directement à l'activité. On va plus se contenter simplement d'un secteur d'activité générale, mais on va poser quelques questions clés et fondamentales à la bonne compréhension de l'activité. Et puis on va avoir des questions techniques, bien sûr, hein, informatique et cybersécurité, un petit peu plus poussées. On tombe pas dans un extrême avec des questionnaires de plusieurs centaines de pages comme on peut en voir sur des très grands comptes, comme j'ai eu l'occasion d'en traiter par le passé, mais on est sur, en fonction de la taille du dossier, hein, parce qu'on va de 100 millions à 750 millions, donc vous imaginez bien qu'on a des questions supplémentaires au fur et à mesure du temps, mais on va d'un questionnaire d'une quinzaine de questions, une vingtaine de questions, pour les entreprises au-delà de 100 millions, mais proches, à des questionnaires qui peuvent plutôt faire une trentaine à une quarantaine de questions pour les entreprises avec des systèmes d'information et des chiffres d'affaires de taille plus importante.
Ces questionnaires remplis nous permettent d'avoir une analyse plus sur mesure et plus adaptée au risque, de façon à, je dirais, comprendre le risque d'une part, dans les scénarios, dans la quantification du risque, mais également une analyse plus fine de l'informatique pour avoir des contrats qui sont le plus précis possible. Pour les comptes qui sont le plus exposés, pour les comptes pour lesquels on a encore des doutes suite au remplissage du questionnaire, des questions, parce que les éléments de réponse sont imprécis, incomplets, et qu'il nous manque des points vraiment déterminants pour la compréhension du risque, on va demander un échange avec le client. Donc là, on est plutôt sur des dossiers qui vont être sur la partie haute, sur le scope 100 millions à 750 millions. Là, je parle plutôt de dossiers qui vont être au-delà de 250, 500 millions de chiffre d'affaires, sur lesquels on aurait des points de blocage dans la compréhension. Et donc, on va organiser un appel d'évaluation du risque. Cet appel d'évaluation du risque, il permet de lever tous les doutes et d'aller au bout de nos questions. C'est la dernière étape nécessaire dans la collecte d'informations. Il n'y a pas d'échange d'aller-retour suite à ces discussions-là. Donc, questionnaire et dernière étape potentielle, appel d'évaluation du risque. En quoi consiste l'appel d'évaluation du risque et qui sont les personnes présentes ? Autour de la table, on a évidemment le courtier, bien sûr, qui va être l'organisateur, le chef d'orchestre de la discussion, puisque c'est le point de contact des clients, évidemment. Côté prospect, ou côté assuré, tout dépend, on va avoir un DSI, ou une personne en charge du système d'information. Parfois, ça peut même être un prestataire externe. Du moins, c'est important qu'on ait une personne qui est capable de nous parler du système d'information et de la sécurité, peu importe son poste, à partir du moment où elle sait décrire le système d'information, et une personne en charge plutôt de la direction financière, de la direction générale, du moins, ou de la direction juridique, parfois même, du moins une personne qui sont en mesure de présenter le plus fidèlement possible, je dirais, le business model de l'entreprise, ses enjeux métiers spécifiques, et nous confirmer les éléments chiffrés clés dont on pourrait avoir besoin pendant la discussion. Côté stoïque, un souscripteur, parfois moi ou quelqu'un de mon équipe, on est désormais 4 en France. Un mot d'ailleurs sur l'arrivée récente de Marjolaine Lelièvre, qui nous arrive de chez AXA XL, qui est une ancienne collègue avec qui j'avais travaillé chez Marche, qui a rejoint l'équipe de souscription récemment, pour ceux qui la connaissent ou qui la rencontreront dans les prochains jours, et qui vient compléter l'équipe, composée déjà de Yara Ahmad et de Émeric Picot. Donc on est 4 souscripteurs sur la France. Donc vous aurez un souscripteur en face de vous, qui va plutôt avoir cette discussion en début d'appel sur la compréhension des enjeux métiers. On va vraiment s'intéresser, c'est ce que vous avez à l'écran, sur l'activité de l'entreprise, l'activité précise. On sait très bien ce que c'est qu'une entreprise par exemple de construction, mais la façon dont le business est généré, la saisonnalité potentielle de l'activité, la gestion des commandes, la gestion des stocks par exemple pour une entreprise qui fait plutôt de la manufacture, les actifs critiques propres au métier, bref, tous ces sujets qui sont vraiment très spécifiques à chaque entreprise et pour lesquels on va avoir du mal à faire des généralités, vont être balayés de façon à comprendre si on doit minorer le risque, parce que l'entreprise, par exemple, qui est une manufacture, aurait des mois de stock devant elle, lui donnant plus je dirais, de tolérance à l'interruption de sa chaîne de production, ou est-ce qu'au contraire, on doit majorer le risque ? Par exemple, une entreprise qui ferait de la distribution dans le secteur, dans l'agroalimentaire, avec des produits, par exemple, de type champagne. On sait que les producteurs de champagne ont une forte saisonnalité et ont des ventes qui augmentent sur la fin de l'année, à l'approche des fêtes. Donc ce sont des exemples d'éléments qui vont venir majorer ou minorer la compréhension du risque par le souscripteur. Je vous donne 2 exemples, mais évidemment, c'est propre et spécifique à chaque activité, et les souscripteurs vont vraiment approfondir pour affiner cette compréhension du risque. Mais ils sont accompagnés, ces souscripteurs, d'experts informatiques, qui sont des experts internes, comme vous l'avez compris, qui vont, eux, creuser finalement les éléments techniques qui ne seront pas présents dans le questionnaire ou qui demanderont des précisions, pour vraiment venir cerner les dernières zones d'ombre qui pourraient exister suite à la complétion du questionnaire, de façon à avoir une bonne compréhension à la fois du système d'information, qu'il soit interne ou externe, et à la fois des mesures de sécurité qui vont venir consolider cette souscription technique.
Voilà, et donc J'ai derrière un ça, commentaire, Benjamin. oui, Petit je t'en prie. commentaire. Petit commentaire de la part des courtiers qui nous posent souvent cette question. Notre questionnaire n'est pas disponible en PDF. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement en ligne, inscriptible et adaptatif. Ce n'est jamais le même questionnaire par rapport à un client déterminé, ce qui nous permet d'être beaucoup plus véloce sur l'étude. Et bien évident que lorsque vous interrogez un client qui fait, mettons, 110 millions dans le manufacturing, l'industrie manufacturière, ce ne sera pas la même chose qu'un client qui fait 500 millions et qui serait MSSP, par exemple. Et donc, on a un questionnaire qui est émouvant, comme ça. Voilà, ça c'était la première précision. Et deuxième précision, si pour une quelconque raison votre client ne veut pas compléter notre questionnaire, vous pouvez directement passer à la phase d'appel d'évaluation du risque que vient de décrire Benjamin, et on sera ravis de faire cet exercice en live tous ensemble le jour J. Exactement. Une fois que l'exercice est réalisé, on parle d'une visio qui peut aller au minimum, je dirais, sous contrainte, et si on a peu de questions à poser, de 45 minutes, dans les cas les plus complexes jusqu'à 1 heure et demie, la moyenne de ces appels étant d'1 heure. Une fois qu'on a collecté tous ces éléments, bah finalement, les deux personnes en charge de l'étude du risque, c'est-à-dire le souscripteur et l'ingénieur en cybersécurité, se mettent autour d'une table, vont travailler autour des scénarios de risque probables, à la fois dans le type de scénario, mais également dans la quantification du risque, vont travailler, une fois que le message est passé, que l'information est passée, que le souscripteur a tous les éléments, le souscripteur va travailler sur un exercice de quantification du risque et de tout simplement d'évaluation du besoin assurantiel qui va être chiffré et vous être présenté dans un second temps, et se servir de cette quantification pour monter des offres d'assurance cyber qui vont vous être adressées. Sur la diapositive suivante, on parle de toute ce travail, je dirais, autour des scénarios de risque et de la quantification, qui va servir de base aux souscripteurs pour sa remise d'offre. Avant peut-être de passer à la suite, le chiffre clé qui va vous importer, c'est que on s'engage à une remise d'offre sous 7 jours. Si c'est pas une remise d'offre, pour raison par exemple d'inéligibilité à la suite de l'échange, on s'engage à vous revenir sous un délai de 7 jours ouvrés. Voilà, donc c'est une réactivité qui a été particulièrement utile en fin d'année, quand il a fallu manœuvrer au milieu je dirais, des renouvellements difficiles pour tout le monde, évidemment. Donc voilà, c'est un engagement fort de notre part. Moment pour moi, je pense, de répondre aux questions concernant cet exercice de souscription. Je les reprends une à une. Le questionnaire sur mesure est applicable uniquement à partir de 100 millions de chiffre d'affaires. C'est une limite que l'on a aujourd'hui. Néanmoins, on va, comment dire, comme on le disait, on va adapter le nombre de questions à la taille de l'entreprise. Et donc, finalement, quand vous êtes à 100 millions, vous avez un questionnaire sur mesure d'une certaine taille, et quand vous êtes plus proche quand vous dépassez les 500 millions, d'une autre taille. Et effectivement, il y a quelques questions qui vont être spécifiques, puisque c'est la question d'après que j'anticipe, à l'activité. Et donc voilà, je dirais que ayez cette limite en tête de 100 millions, et après, il peut y avoir quelques écarts, quelques spécificités. Typiquement, quand on a affaire à un transporteur ou un logisticien, par exemple, on peut poser quelques questions complémentaires, mais de façon générale, ayez en tête cette frontière de 100 millions sur laquelle vous avez la main et vous pouvez avancer, puisque le modèle le permet comme ça, et on a une expérience suffisante sur des volumes d'assurés et sur des sinistres qui nous permet de comprendre le risque et de le quantifier et de sortir des offres jusqu'à 100 millions sans trop de doute et de façon sereine. Voilà pour la question de David Verkinder, pour la prononciation. On a une autre question de Marjorie Duvarido. Comment cela se passe si le client final n'utilise pas la partie prévention, plateforme Stoic Protect? Est-il résilié ou majoré à l'échéance? Il dégrade le résultat technique? Non. Alors déjà, ce qui est important de garder à l'esprit en introduction, c'est que on a beaucoup de nos assurés qui utilisent nos outils pour la simple et bonne raison que c'est souvent une des raisons pour laquelle ils rejoignent, je dirais, le bateau stoïque et les contrats stoïques. Donc on a un taux de déploiement des outils
au-delà de 30% jusqu'à 50%, je dirais, en fonction des outils. Donc il y a un très très fort taux d'équipement et une grande velléité de nos assurés à les utiliser. Donc ça, c'est le contexte général dans lequel on évolue et dont on est très satisfait. On n'a pas de résiliation, on n'a pas de majoration, on n'a pas de sanctions contractuelles ou commerciales à ne pas utiliser la plateforme Stoic Protect pour les assurés. Par contre, on encourage tout le monde à le faire. Il y a même il y a un service d'onboarding, comme on dit, de présentation de ces outils et de mise en route de ces outils au début du contrat, avec une équipe chez nous qui est en charge et des process qui sont établis pour justement donner tous les moyens à nos assurés de le déployer, avec cet intérêt commun qui est de mitiguer le risque et de limiter l'exposition. Donc c'est vraiment un intérêt général, mais sans sanction contractuelle. Voilà, comment on pourrait le synthétiser. Évoluant sur les marchés publics, je suis confronté à un manque de flexibilité des offres Stoic. Un curseur plus précis pour la LCI et la franchise serait un plus, ou alors des études sur mesure systématiques. Est-ce envisageable ? La réponse est tout dépend, je dirais, de la taille des dossiers. On passe du temps à faire des études sur mesure, y compris sur des appels d'offres publics pour les dossiers qui vont avoir des chiffres d'affaires supérieurs à 100 millions d'euros. Et on a une flexibilité à la fois dans les franchises, à la fois dans la LCI. Et donc, comme son nom l'indique, c'est parfaitement sur mesure. On travaillait encore avec ma collègue Yara hier soir sur un certain nombre de dossiers en appel d'offres publics. Et sur les petits dossiers, je dirais qu'on traite les appels d'offres publics de la même façon que les dossiers classiques, c'est-à-dire que vous avez la main pour directement depuis la plateforme pour augmenter les limites, augmenter ou réduire les limites. Il y a un curseur qui est disponible, également les franchises. Donc je dirais que de façon complètement autonome, c'est vrai que c'est un rappel important même dans la façon de travailler. Sur ces dossiers de 100 millions, vous avez vraiment la main pour adapter ça. Après, si ça tombe pas, je dirais exactement dans les demandes de l'appel d'offres, je dirais tant pis pour nous pour les dossiers de moins de 100 millions. Il y a déjà une grande amplitude qui est donnée, je pense. Donc on verra si on donne plus de granularité dans le temps, mais c'est vrai que c'est pas un projet qui est en cours ou à venir prochainement. Donc voilà, on espère que ça rentrera dans les cahiers des charges des prochains AMO, je dirais, et des prochains sujets que vous avez en cours, mais c'est pas un projet d'actualité en tout cas. Les principaux atouts de cette approche sur mesure, pour reprendre le fil de notre présentation, puisque je vois qu'on se rapproche de la fin, je dirais qu'il y a trois points principaux effectivement. L'approche préventive qui est proposée au travers de cette plateforme Stoic Protect et des 4 outils de prévention qui sont mis à disposition de nos assurés. Il y a l'appréciation technique du risque. Forcément, quand vous avez à la fois un ingénieur cyber, un souscripteur spécialisé cyber depuis plusieurs années, ce qui est le cas de toute l'équipe, on va plus loin dans la compréhension du risque métier, on va plus loin dans la compréhension des scénarios, on va être plus précis dans la quantification, et donc ça nous permet d'avoir des offres d'assurance sur lesquelles on a du confort, des certitudes, et je dirais beaucoup de confiance dans le fait qu'on peut vous accompagner et qu'on peut se positionner sur les dossiers. Et un accompagnement personnalisé tout au long de l'étude, tout simplement avec je dirais tout cet écosystème Stoic que vous avez autour de vous en accompagnement, potentiellement les cyber-experts Stoic sur le bas de je dirais le bas de votre portefeuille avec les moins de 100 millions qui va être disponible, avec votre broker manager chargé de la relation avec les courtiers, qui est vraiment votre référent régional, et puis ce souscripteur et cet ingénieur en cybersécurité qui sont à vos côtés pour avoir quelque chose je dirais un accompagnement qui est personnalisé à votre dossier et qui est vraiment une équipe autour de vous. Benjamin, là-dessus, je dirais juste une petite chose qui est très chouette et pour compléter, pour conclure sur ta partie, ce qu'on remet au courtier sur les offres sur mesure, c'est ce qu'on appelle des decks de restitution. Donc c'est au nom du courtier, c'est quasiment en marque blanche, et c'est un petit peu la synthèse de tous les échanges dans laquelle on va venir projeter, quantifier le risque cyber pour vos clients et expliquer finalement les différentes limites de garantie avec les différents prix des différentes franchises que vous pouvez proposer à vos clients. Dans tous les cas de figure, le client, votre client,
repart avec un audit précis, technique de, on va dire, son risque cyber, avec potentiellement une marche jusqu'à l'assurabilité. S'il y a des prérequis à mettre en place, on le lui expose, et donc finalement c'est un mini audit qui est fait gratuitement pour vos clients, avec à la clé potentiellement un contrat d'assurance cyber qu'on peut réaliser ensemble. Donc vraiment, ça vaut le coup de passer par les moulinettes, si j'ose dire, de notre équipe de souscription et ingénierie cyber. Dernière partie de cette présentation, faire face, je dirais convaincre ses clients de façon générale, donc ça c'est une chose, mais surtout répondre aux objections qui sont souvent faites par vos interlocuteurs, soit des questions qui peuvent venir de la direction financière, soit de la direction informatique du client, et sur lequel on peut parfois être à court d'arguments, et il arrive que les études cyber soient arrêtées, je dirais tuées dans l'œuf, par des questions bloquantes. Donc l'idée c'est de lever le voile sur ces questions-là, on les a identifiées, on va les montrer en slide suivante, Théo, et on va y répondre. Au-delà des arguments qu'on va voir, effectivement, la slide n'est pas là pour rien. Un argument qui fonctionne très fort, et pour lequel on a beaucoup de témoignages de courtiers de succès, de réussite, de signature, suite à la présentation finalement de témoignages. Les témoignages des chefs d'entreprise suite à une cyberattaque sont vraiment une manière pour les prospects de se projeter dans le sinistre. Patron de PME, il a du mal à imaginer parfois comment son entreprise peut être touchée par une cyberattaque avant d'en avoir discuté avec vous. Parfois, il va tout de suite fermer la porte en pensant qu'il n'est pas concerné, on y verra plus tard. Les témoignages vidéo qui sont disponibles sur la page YouTube de Stoic, de différents assurés pour certains, et assurés, je dirais, Stoic pour certains, et d'autres qui ont été touchés avant même d'être assurés par Stoic, sont intéressants et sont une excellente base de communication, je crois, pour déclencher des rendez-vous, pour informer vos clients. Donc n'hésitez pas à utiliser ces ressources disponibles sur YouTube. Oui, c'est assez édifiant, et d'ailleurs vous pouvez retrouver différents segments, parce que la cyberattaque Toutimo, c'était un tout petit agent immobilier dans la région rouennaise, donc 42. Donc c'est une TPE. On a aussi une cyberattaque sur la boutique du Rhum, où on est plutôt sur le segment PME, et pour Clustra Ozerman, on est plutôt sur un segment, ou alors Software, plutôt un segment ETI. Donc différentes vidéos qui peuvent toucher différents clients de votre portefeuille. Donc c'est assez éloquent. La dernière en date, c'est l'attaque Somagic pour le coup, et nos assurés ont accepté de témoigner. Elle est aussi disponible sur YouTube, vous pourrez aller voir Somagic. On va essayer d'aller rapidement sur ces objections, parce qu'elles prennent tous un petit peu de temps. On va essayer de répondre le plus synthétiquement possible. Donc la première objection qu'on a, c'est je ne vois pas en quoi une cyberattaque nous affecterait. Donc là, je dirais que la première façon de répondre, c'est de simplement poser je dirais en réponse, s'informer du fonctionnement de l'entreprise, et bien avoir en tête les rouages de l'entreprise, avec des questions simples. Comment se passerait votre quotidien si vous n'avez plus accès à votre boîte mail? Avez-vous un logiciel métier central, bien souvent appelé ERP ou CRM en fonction des secteurs d'activité et des besoins spécifiques? L'immense majorité des entreprises reposent leur activité principalement sur ces outils-là, boîte mail, ERP, CRM. Si l'une ou plusieurs de ces briques venaient à tomber, quelles seraient les conséquences pour vous? Bon, vous avez vu, les questions sont peu nombreuses, et je dirais les réponses attendues peu techniques, mais c'est très souvent une façon de soulever la dépendance à l'informatique des entreprises. D'un secteur d'activité à l'autre, la dépendance à l'informatique va varier, mais il est extrêmement rare qu'il n'y ait aucune conséquence à l'indisponibilité de ces outils. Deuxième question. Je peux la prendre si tu veux, Benjamin. Je peux la prendre si tu veux, la deuxième. Et d'ailleurs, la première, c'est très bien, tu l'as bien dit, de répondre à la question par une autre question. Sur la deuxième, je n'imagine pas être la cible des cyberattaques, des cyberattaquants. Là, ce qu'on dit toujours, c'est que personne,
tout cas très peu de monde, est vraiment la cible des cyberattaquants. Gardez en tête une analogie qui est très simple, c'est la technique du chalutier. Les cyberattaquants scannent des noms de domaine, un petit peu comme agit notre scan de nom de domaine, et trouvent des vulnérabilités. Suivant les vulnérabilités qui sont trouvées, le cyberattaquant, pour lui, ça va être un voyant allumé. Pour le coup, qui dit voyant allumé dit potentiellement de l'argent récupéré. Donc, le cyberattaquant ne va pas cibler une entreprise déterminée, mais bien jeter un filet à la mer en essayant de récupérer un maximum de poissons possible. Et finalement, il s'en fiche un petit peu que vous vous appeliez Franprix, Danone ou bien l'ébéniste du coin de la rue. Finalement, ce qu'il veut, c'est rentrer rapidement, récupérer de l'argent parce que vous êtes vulnérable. Et donc, personne n'est véritablement la cible d'une cyberattaque, si ce n'est les groupuscules qui sont des groupuscules avec des velléités justement de perturbations politiques et autres. En revanche, c'est pas les cyberattaques qu'on voit. Ce qu'on voit, nous, c'est plutôt des attaques type opportunistes avec des ransomware bien souvent achetés sur le dark web qui sont envoyés pour récupérer un maximum d'argent en très peu de temps. Voilà pour cet élément de réponse qui n'est encore une fois pas technique, mais qui fonctionne très bien et qui est surtout très vrai. Exactement. Il est très rare d'être une cible, c'est tout à fait vrai. J'ai déjà des protections ou des sauvegardes en place. Alors là, la réponse est assez simple. Bonne nouvelle, parce que si ça n'était pas le cas, l'assurance cyber ne pourrait être souscrite. Il faut un niveau minimum de sécurité pour accéder à l'assurance cyber chez Stoic ou sur l'ensemble du marché. Des sauvegardes, c'est un minimum, et quelques protections de type antivirus, c'est un minimum. L'assurance cyber, comme l'assurance automobile, n'est possible que si on a fait un certain contrôle technique, que le véhicule est en bon ordre. C'est pas parce qu'on a passé un contrôle technique et fait des réparations sur son véhicule et qu'il est en ordre de rouler qu'on ne s'assure pas. La logique en cyber est la même. C'est une bonne nouvelle. Si vous avez fait le nécessaire pour être au-delà du niveau 0, on peut commencer à discuter d'assurance. Nous avons toute confiance en notre prestataire informatique. Eh bien, encore une fois, c'est une bonne nouvelle, comme l'a dit Benjamin. C'est une très bonne nouvelle. Je vais répondre par une autre analogie qui fonctionne bien. Votre prestataire informatique a bâti, on va dire, une architecture réseau, un système d'information qui vous permet de travailler. Bref, il a fait son travail, il l'a bien fait, et donc c'est parfait. Maintenant, regardez le constructeur d'une maison qui construit une maison selon les règles de l'art, avec le clos, le couvert, tout va bien. Une maison très solide. Et par le plus malheureux des hasards, votre maison prend feu. Est-ce que ça va être le constructeur de la maison qui va payer les réparations de la maison? Pas du tout. De la même façon, si demain l'entreprise en question est cyberattaquée, est piratée, est-ce que ça va être le prestataire informatique qui va payer la perte d'exploitation consécutive à la cyberattaque? Eh bien, non plus. C'est pour ça que, de la même façon que vous avez les bonnes sauvegardes, les bons moyens de protection, eh bien, presque, l'étape d'après, c'est d'externaliser la part de risque que vous ne maîtrisez pas et que le prestataire informatique ne maîtrise pas non plus. Voilà pour cette seconde analogie. Une analogie pour en prendre une autre et une autre image que j'aime beaucoup dans cette idée du prestataire informatique, c'est que il faut bien avoir à l'esprit, et c'est souvent, parfois, il arrive que ce soit un doute pour la direction d'une entreprise, par exemple, ça n'est pas une remise en question du travail, soit de son DSI, soit de son prestataire informatique, une assurance cyber. Ça n'a rien à voir. L'analogie qu'on a aussi, une autre façon de présenter le sujet, un autre angle, c'est de dire, finalement, le DSI, le prestataire informatique, on pourrait le qualifier de médecin généraliste, par exemple. C'est quelqu'un qui est en mesure de faire fonctionner de façon quotidienne et de gérer, je dirais, les principaux sujets et l'essentiel pour la majorité des cas. Néanmoins, quand on a affaire à quelque chose de grave, la cyberattaque est quelque chose de grave, on a besoin de compétences directes, de compétences différentes, c'est ça que je voulais dire, avec une technicité et une expertise en réponse à incidents, en gestion de crise et en investigation. L'équipe de réponse à incidents Stoic, la gestion de crise, sont des experts, sont des gens qui sont préparés, ce sont des spécialistes, ce sont des compétences complémentaires à un DSI, complémentaires à un prestataire informatique, et donc il n'y a pas d'opposition, je dirais, dans les analyses, il y a simplement une complémentarité et je pense un besoin forcément de l'entreprise de cet accompagnement-là. Pour avoir travaillé sur pas mal de CAC 40, les équipes informatiques du CAC 40 accueillent avec grand plaisir, malgré le volume et l'expertise qu'ils ont dans leur équipe informatique, les experts de réponse à incident au moment d'une cyberattaque, parce que c'est du renfort, c'est de l'expertise spécifique. Et donc tout le monde a besoin de ce genre de ressources, et il n'y a pas de... Ça n'est pas
n'y a pas d'opposition dans les styles ni de confrontation. Complètement. Le DSI serait médecin généraliste et l'expert de réponse à incident serait plutôt chirurgien. Les deux se complètent bien. C'est dans le registre de la médecine, mais c'est pas la même médecine. Très juste, Benjamin. Nous sommes dans le cloud, donc à l'abri. Le cloud, pour rappel du terme, et on finira là-dessus puisqu'il est déjà midi, c'est une externalisation du système d'information. C'est un espace de stockage qui va être chez un tiers, qui va assurer le maintien en condition des serveurs, de l'espace de stockage, en refroidissant les serveurs, en les entretenant physiquement, etc. Donc c'est un prestataire de services externe informatique. Et donc, effectivement, ce prestataire, il est spécialisé dans le maintien en état de serveurs. Est-ce que ça met à l'abri l'entreprise d'une cyberattaque ? Malheureusement, non, pour deux principales raisons. La première raison, c'est que le cloud, si on devait prendre une image, on pourrait prendre l'image d'un coffre-fort. C'est-à-dire que, effectivement, des vulnérabilités techniques sont rarement constatées sur des environnements cloud. En revanche, il y a deux types d'attaques qui touchent particulièrement ces environnements-là. C'est des erreurs liées au paramétrage du cloud. Bien que cet espace de stockage, bien que ce coffre-fort soit géré par un tiers, la porte d'entrée et le paramétrage de ce cloud, il est à la main du DSI. Il est à la main du client qui achète finalement cet espace de stockage. Et comme les environnements cloud sont des environnements assez nouveaux, il est fréquent que ce soit paramétré de façon insuffisamment solide ou sérieuse, et donc il y a des tiers qui peuvent, des hackers qui peuvent finalement accéder via ce manque de connaissances et de paramétrage des environnements au système d'information, parce que la sécurité qui a été mise en place par l'entreprise cliente de ce cloud, l'entreprise assurée, est insuffisante. Ça, c'est la première raison, le manque de paramétrage des environnements cloud, qui peut justifier les cyberattaques qu'on rencontre. Le deuxième fait qui justifie le fait qu'on a des cyberattaques dans le cloud, c'est tout simplement les attaques par phishing et par utilisation de l'humain comme moyen de compromission. L'utilisation d'une vulnérabilité humaine. Quand on envoie un mail de phishing, quand on vient hacker comme ça, détourner la vigilance, récupérer des identifiants et des mots de passe, finalement, il est facile de comprendre que quand on a simplement le code du cloud et qu'on met un pied dans le système d'information de façon légitime après avoir volé des identifiants, il est facile de comprendre que ça a les mêmes conséquences que l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une faille technique. Et malheureusement, aujourd'hui, on estime qu'environ 70 à 80% des intrusions initiales dans le système d'information, 70 à 80% des attaques des hackers utilisent comme levier comme ça l'exploitation d'une vulnérabilité, d'une faille de l'humain dans le système. Donc voilà, important de garder à l'esprit que le cloud malheureusement ne met pas à l'abri les entreprises, et d'ailleurs aujourd'hui dans les sinistres qui sont déclarés chez Stoic, on n'arrive pas à avoir de corrélation entre les entreprises qui auraient leur système d'information en interne ou dans le cloud, et donc finalement ça n'est pas un moyen de nous rassurer que de nous informer qu'on est hébergé dans un hébergement, dans un système cloud. Ça y est, j'y arrive. Et je vois qu'on arrive à la fin de ce webinaire et qu'il est 12h04. Est-ce qu'on a le temps pour répondre à quelques questions, pour pas vous prendre justement trop de temps sur votre pause déjeuner? Je crois que les questions ont majoritairement été posées tout au long de la présentation, donc j'imagine que peu de choses restent à traiter, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va prendre une ou deux. Olivier Boulanger nous demande « Orange propose une prestation étendue, audit du système information, sécurisation PCA et propose une assurance cyber. Connaissez-vous le porteur? Connaissez-vous leur offre VS Stoic ?» Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a un partenariat commercial avec Orange Cyberdéfense. Donc, il est probable que des personnes des dossiers d'Orange Cyberdéfense soient recommandés à Stoic. Donc je ne sais pas si la référence que vous faites
est lié à ce partenariat commercial qu'on a avec Orange Cyberdéfense ou pas, mais en tout cas, il y a un partenariat fort entre les deux. Et malheureusement, je suis pas capable de vous dire, avec les informations que vous me donnez, quelle est la prestation exacte qui est proposée par Orange Cyberdéfense, qui propose toute une palette de services et de produits assez variés, avec vraiment un grand choix possible pour les entreprises, donc c'est difficile de vous en dire beaucoup plus. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. On espère qu'il était intéressant, que vous y avez appris des choses et qu'on se recroisera prochainement soit sur des webinaires ou au mieux sur des études. Ou des événements. Ou des À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Bonne Au journée. revoir.